Le Congo, c'est un pays béni de Dieu. Et je pense même que le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a quand même une bonne volonté. Il a une bonne volonté à développer les choses, mais lorsqu'on sait voir autour de lui, je pense qu'il souffre de la même maladie que son prédécesseur, les mauvais collaborateurs. Je pense qu'il est important pour lui de recadrer ses tirs et justement de revoir sa politique. Vous imaginez un peu que ça fait 7 mois, il y a le virus d'Ebola qui tue des milliers de Congolais, parce qu'on vient de passer la barre des 1000 morts. Et on va voir tout à coup la présidence de la République qui va dire qu'elle va gérer Ebola à son niveau. Mais je pense que ce sont des choses... Oui, non, je il pense prend des précautions. Quelles précautions et vous voyez même le ministre de la Santé, M. Oli Ilunga, qui a démissionné, qui a préféré jeter l'éponge. Et dès le moment où il a démissionné, je pense qu'on n'a même plus de situation sur l'évolution. Mais après sa démission, il y a un audit qui l'attend mais il n'y a pas la gérance. Audit, il y aura, mais le monsieur, il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas travailler dans un climat où certains se frottent les doigts, parce qu'il faut se le dire, il n'y a pas de gouvernement. Même les enfants d'école primaire se rendent compte qu'il y a de l'amateurisme. Lorsque vous avez des photos qui sont envoyées sans être traitées sur les réseaux sociaux, auxquelles on voit, j'ai même lu quelque part, on a vu la veste du chef de l'État se lever. Il y a même quelqu'un qui a écrit, mais veste à mon conseiller, tissu de mouton. Mais je pense que tout ça, ce sont des choses qu'on doit éviter. Et après, regardez même ces conseillers, vraiment, comment est-ce qu'on peut faire 7 mois sans gouvernement? Mais ils étaient dans le pourparlers. Vous devez savoir que c'est une coalition, comme vous veniez de le dire, ils font bloc. Alors ils étaient dans le pourparler. Madame, pour parler, on nous dit qu'il y a cohabitation. Je crois que c'est le terme qu'ils ont employé. Également, ils se sont appelés, je crois, partenaires. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Tolobela Ekolo. Nous sommes partout dans le monde, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Kevin Luteya. C'est un bon communicateur sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a plu à Kevin de participer à notre émission. Je suis avec lui sur ce plateau à qui je dis bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà, avec vous, nous allons faire un petit brossage sur l'actualité, sur tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. J'espère que vous êtes aussi au courant. Oui. Et nous allons commenter l'actualité avec vous. Alors, vous êtes de la Mouka, la première question? Non, je ne me considère pas de la Mouka, mais mon idéologie semble corroborer un peu avec la Mouka, mais je pense que nous sommes sur le plan idéologique avec la Mouka, c'est presque pareil, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas officiellement dans la Mouka. Alors, vous avez quand même des tendances, ça il faut se le dire, parce qu'il y a des gens qui vous suivent, ils savent que il y a quand même une tendance. Bon, dites-nous, c'est quoi l'état de santé de la Mouka après le départ de Moussa Nyamwisi et Freddy Matungu? Comment ça se passe? Dire que la Mouka est malade suite au départ de M. Freddy Matungulu, je crois, de Moussa Nyamwisi, non, je dis que ça serait totalement faux. La Mouka se porte très bien à première vue parce que aujourd'hui même il y a rencontre, je crois, des leaders de la Mouka à Lubumbashi pour justement désigner un nouveau coordonnateur, parce que il faudrait rappeler à nos téléspectateurs que le mandat à la Mouka, il est de 3 mois. Il est rotatif en fait. Si M. Katumbi a pu épurer ces 3 mois, il est de l'importance, je crois, des leaders de la Mouka d'en choisir un autre. Mais dire que la Mouka ne va plus bien parce que M. Matungulu, qui a décroché peut-être un poste, je pense, par la grâce du chef de l'État, qui a préféré jeter l'éponge. Non, mais la Mouka est un état d'esprit.
Et pour preuve, les activités continuent et on sait le voir sur terrain. Alors, que peut-on attendre comme conclusion de cette réunion qui se tiendra à Lubumbashi? Comme conclusion de la réunion qui se tient à Lubumbashi, je pense que les dirigeants même de la MOUCA, dans leur politique, qui est toujours de redynamiser les troupes justement pour transmettre l'idéologie, je pense que c'est plutôt une réunion stratégique concernant l'organisation toujours de la plateforme. Voilà, en parlant de cette réunion stratégique, il y a certains jeunes de la MOUCA qui ont demandé à Martin Fayulu de ne pas arriver à cette réunion, de ne pas participer à cette réunion. Pourquoi? Parce que il y a un plan qui est en train de se préparer, dans un plan de sabotage pour l'humilier, un plan qui a été orchestré pour humilier Martin Fayulu. Alors les jeunes ont demandé à Martin Fayulu de ne pas arriver sur les lieux. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Que cette réunion apparemment n'aura pas lieu le lundi comme c'était prévu, parce qu'il y a un retard des leaders, il y a certains leaders qui sont arrivés en retard, qui arriveront les après-midi. Et ce n'est pas parce que les jeunes ont essayé un peu d'intoxiquer Fayulu. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que dans ce pays, il est important que la jeunesse comprenne qu'il faut arrêter d'être instrumentalisé par des personnes qui ne sont pas de notre génération. Lorsque vous prenez la majorité des politiciens actuellement au Congo, ils sont pour la grande majorité entre la cinquantaine, la soixantaine et voire même certains qui ont 70 ans. On le voit avec le Premier ministre. Alors, voir des jeunes qui se laissent instrumentaliser pour des fins politiques, moi je pense que si cela est vrai, que c'est une erreur grave de la part des personnes même qui vont instrumentaliser ces jeunes, mais connaissant la structure de la MOUCA, également avec Moïse Katumbi sur place, je pense qu'il n'y aura pas de... Mais parce qu'on reproche à Katumbi d'être proche de Félix. Le reprocher d'être proche à Félix sur quel point par exemple? Sur tous les points, parce que il avait demandé, c'était prévu à ce que les leaders de la MOUCA rencontrent Félix, mais on a trouvé que certains leaders essayaient un peu d'être réticents. On a vu des tweets de F. Bazaïba qui démontaient une image que nous avons vue sur les réseaux sociaux du DIRCAB, du chef de l'État, Vital Kamerhe, avec, je sais pas, il s'agissait de Bemba et tout, et elle démontait tout ça. Donc pour elle, quand on est opposant, on est catégorique, on garde sa position, donc on reproche à Katumbi d'être proche de Félix Tshisekedi. Madame, vous savez, même en étant dans une plateforme, il appartient à tout un chacun d'avoir une part de liberté. La MOUCA n'est pas un parti dictatorial, enfin n'est pas une plateforme dictatoriale où on va imposer à X de rencontrer Y parce que il s'avère que un autre veut bien le rencontrer. Si M. Katumbi veut bien rencontrer M. Félix-Antoine Tshisekedi, cela va de son plein droit. Mais quitte à imposer aux autres de le rencontrer, je pense que cela n'était pas une bonne chose, parce que tout le monde est également libre de vouloir rencontrer le chef de l'État. Vous ne pensez pas qu'il y a une incohérence d'esprit dans la MOUCA? Bon, incohérence d'esprit, je dirais non, mais on sait le voir sur terrain que l'aura dont bénéficie Martin Fayulu aujourd'hui dérange peut-être certains membres de la MOUCA. Vous avez vu que M. Matungulu n'a pas trouvé sa place, il a préféré aller travailler, aller prendre un job. Mais c'est parce qu'il a trouvé que la démarche, bon, eux tous, même Wissania Moussi, ils ont trouvé que la démarche de la vérité des urnes était une démarche erronée. Et on ne peut pas progresser. Peut-on toujours continuer à rester dans cette démarche de vérité des urnes? Alors ils n'ont plus retrouvé leur part, alors ils se sont barrés, ils se sont tirés. Dire de la vérité des urnes, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait se rendre à l'évidence que la Cour constitutionnelle a déjà tranché, mais le combat de la vérité des urnes est un combat d'idéologie en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsqu'on parle de vérité des urnes, il s'agit également de réveiller la conscience du jeune Congolais sur les réalités politiques.
C'est-à-dire si aujourd'hui il y a eu effectivement un cas de problème au niveau de la CENI concernant les résultats, il en va également des leaders parce que lorsqu'on voit la CLC avec les données qu'elle a données, qui donnait éventuellement Martha Fayulu gagnant des élections, il faudrait se dire qu'à un certain moment, il y a lieu de mettre le débat sur la table. Alors pourquoi la vérité des urnes doit déranger certains si M. Martin Fayulu estime qu'il a gagné les élections? Il en va de son plein droit. On ne va pas le condamner sur cela. Mais par contre, on sait voir sur terrain qu'il y a eu des sérieux problèmes. Pour preuve, ça fait 7 mois qu'il n'y a pas de gouvernement. Et si les élections avaient été libres et démocratiques, je pense qu'on devrait avoir le gouvernement une semaine après la prestation du président de la République. Ce qui fait que, d'une part, je pense qu'au niveau même de la majorité, appelons ainsi, parce que Lukash et le FCC font bloc, il y a des problèmes à l'intérieur. Du côté de la Mouka, je ne pense pas qu'il puisse avoir des problèmes, parce que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, ainsi que les autres vont se rencontrer pour justement prendre d'autres mesures stratégiques. Pour finir avec cette rencontre, lors de sa mission à Bunia, le chef de l'État avait promis que Salomon Escadela allait retourner au pays parce qu'il est congolais et son passeport était bloqué et tout. Alors le chef de l'État avait tranché. Mais qu'est-ce qui continue à bloquer? Qu'est-ce qui fait en sorte que Salomon Escadela n'est pas présent? Parce qu'il y aura une grande réunion de présidium et tout. Et Salomon Escadela, on n'a pas entendu parler de lui. Qu'est-ce qui continue à bloquer alors qu'il est patriote? Déjà, j'aimerais savoir, il faudrait rappeler aux gens que M. Salomon n'a pas de problème avec l'État congolais. S'il a eu un retard avec le passeport, cela en va de l'ordre administratif. Ça ne dépend pas du président de la République de savoir si un tel compatriote a des problèmes. Mais c'est parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui se disaient que c'est les chefs de l'État qui bloquent le retour de Salomon Escadela. Et c'est normal qu'il se soit défendu ou qu'il ait dit que ce n'est pas lui, il est congolais, il peut retourner dans son pays et tout. Mais si vous dites que c'est un problème administratif, alors je vais quand même vous aider parce que j'ai envie d'avoir une réponse convaincante. Est-ce que Salomon Escadela a des comptes à rendre à Kabila? Non, je ne pense pas que... il faudrait déjà sortir de la tête des jeunes Congolais cet esprit de conflit. Il n'y a pas un conflit à ma connaissance, entre M. Salomon Idi et l'État congolais. S'il y avait un contentieux, je pense qu'il aurait déjà dit. Mais par contre, j'ai eu à voir quelques tweets et interventions de M. Augustin Kabouya qui s'est substitué, je crois, en ministère des Affaires étrangères, attaquant ainsi M. Salomon Idi. Mais je pense que sur les faits, M. Salomon Idi, il va regagner sûrement, parce que je pense que le chef de l'État actuel, M. Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas le temps, je pense, de se jeter dans des débats comme ça, en fait. Voilà. Nous allons quitter la Mouka, nous allons parler aussi de ce qui fait débat, c'est l'entourage du chef de l'État, donc son cabinet. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez au cabinet du chef de l'État? Là, j'ai fait allusion à ses conseillers, son chargé de communication ou porte-parole ou attaché, pendant tout ça, son cabinet, en fait. Qu'est-ce que vous reprochez au cabinet du chef de l'État? Pour être franc, je reproche l'amateurisme. Vous savez, madame, on ne vient pas à prendre le pouvoir. Lorsque vous regardez même la presse présidentielle, il y a de quoi se poser des questions. Et on constate que c'est toujours la Mouka qui lance des pics. Non, c'est pas la Mouka. Je pense que moi, je l'ai bien dit. Peut-être que mon idéologie en va de pair avec la Mouka, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas membre de la Mouka. Mais revenons à l'entourage du chef de l'État. À la réalité. À la réalité, même les enfants d'école primaire se rendent compte qu'il y a de l'amateurisme. Lorsque vous avez des photos qui sont envoyées sans être traitées sur les réseaux sociaux, auxquelles on voit
J'ai même lu quelque part, on a vu la veste du chef de l'État se lever. Il y a même quelqu'un qui a écrit, mais veste à mon conseiller, saut de mouton. Mais je pense que tout ça, ce sont des choses qu'on doit éviter. Et après, regardez même ces conseillers, vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire 7 mois sans gouvernement? Mais ils étaient dans le pourparlers. Vous devez savoir que c'est une coalition, comme vous veniez de le dire, ils font bloc. Alors ils étaient dans le pourparler. Madame, pour parler, on nous dit qu'il y a cohabitation. Je crois que c'est le terme qu'ils ont employé. Également, ils se sont appelés, je crois, partenaires. Si 2 partenaires n'arrivent pas à s'entendre et ils prennent en otage les institutions de tout un pays, parce qu'il faut le rappeler que le chef de l'État dispose en vérité de 4 ans de son mandat, parce que la dernière année, la 5e année, c'est l'année électorale. Et déjà, M. Félix Antoine Tshisekedi vient de perdre 7 mois pour, je crois, des débats qui oui, n'ont rien à voir. Selon ses propos, il s'était dit qu'il ne devait pas travailler avec des médiocres, il avait besoin de nouvelles têtes. Bon. Mais médiocre, on sait voir déjà qu'il vient d'entrer tout autour de lui, c'est l'amateurisme. C'est l'amateurisme. Vous avez je crois, M. Kassongo Mouemba qui tweet, qui dit voilà, à faire saut de mouton, il faut enlever les tôles. Il n'y a même pas une coordination assez stable autour du chef de l'État. Et le chef de l'État a été strict et sévère. Je crois que c'est la semaine passée qu'il avait organisé une séance de travail avec ses conseillers et pour dire qu'ils doivent arrêter avec les business et tout. Il a été dupé par cette histoire des sauts de mouton et tout, par ses conseillers. Et déjà, je pense que les choses commencent à s'arranger. Non, les choses ne s'arrangent pas. C'est pourquoi je répète encore. On ne vient pas à prendre au pouvoir. Mais il a parlé du système du déboulonnage. Il est venu déboulonner. Vous voulez déboulonner quoi et comment lorsque la Constitution, déjà, elle vous condamne justement à une certaine réalité. Lorsque nous prenons l'article 91 sur également la constitution du gouvernement, vous voyez sur les ministères régaliens, tout cela, lorsque vous prenez autant d'articles. Mais les ministères régaliens ne reviennent pas au chef de l'État, selon Non, vous. mais je pense que quand vous lisez l'article 91, j'invite même nos chers compatriotes à bien lire cet article, vous vous rendrez compte qu'il y a le ministère des Affaires étrangères, de la sécurité du portefeuille. Et du portefeuille qui sont en fait des ministères qui englobent le gouvernement et le président de la République. Sont des domaines de collaboration en fait, ce qui montre que tous les ministères régaliens ne peuvent pas revenir au chef de l'État. Pour revenir, madame, à l'entourage et aux conseillers, vous imaginez un peu que ça fait 7 mois, il y a le virus d'Ebola qui tue des milliers de Congolais, parce qu'on vient de passer la barre des 1000 morts. Et on va voir tout à coup la présidence de la République qui va dire qu'elle va gérer Ebola à son niveau. Mais je pense que ce sont des choses... Oui, non, je il pense prend des précautions. Quelles précautions et vous voyez même le ministre de la Santé, M. Oli Ilunga, qui a démissionné, qui a préféré jeter l'éponge. Et dès le moment où il a démissionné, je pense qu'on n'a même plus de situation sur l'évolution. Mais après sa démission, il y a un audit qui l'attend mais il n'y a pas la gérance. Audit, il y aura, mais le monsieur, il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas travailler dans un climat où certains se frottent les doigts, parce qu'il faut se le dire, il n'y a pas de gouvernement. C'est vrai que, je crois, si j'ai bonne mémoire, l'ONU va débloquer 300 millions de dollars. Oui. Pour justement pallier à cette histoire d'Ebola en République démocratique du Congo. Je pense que cela ferait l'affaire de certains, parce que... Oui, parce qu'on dit que Ebola, c'est un business. J'arrive, ça devient un business, parce que, justement, la structure qui est le ministère de la Santé, qui est censé avoir les connaissances pour gérer cette épidémie, va se voir ravir, un peu comme si c'était un marché, hein, va se voir ravir la gestion de l'épidémie d'Ebola vers la présidence. Est-ce que la présidence peut nous rassurer aujourd'hui qu'elle a une structure ou une cellule voilà, une cellule professionnelle pour combattre
Ebola. Non, mais après ça, on va toujours sous le dos du chef de l'État. Il y a une structure qui a été créée, je crois, la semaine passée, il y a une structure qui a été créée, le docteur... l'épidémologue. Voilà, oui, Mouyembe, mais jusqu'à preuve du contraire, notre très cher épidémologue n'a pas donné des chiffres sur l'évolution d'Ebola. Cela va encore une fois salir le chef de l'État. Je pense qu'on ne vient pas prendre le pouvoir, ça c'est une parole que je ne cesserai de dire. Lorsqu'on veut être président de la République, lorsqu'on est censé même nommer ses conseillers, il faudrait prendre des gens capables justement d'assurer ses fonctions. On a de l'impression que ce sont des gens qui ont été ramassés de gauche à droite, concoctés comme un cocktail pour venir nous créer, je crois, un désarroi total. Surtout. Donc selon vous, il doit faire un balayage? Non, oui, un balayage total. Il est grand temps. Je crois 7 mois, c'est déjà beaucoup. Mais le président de la République doit justement nettoyer d'abord autour de lui. Je pense même le premier déboulonnage, il doit le faire autour de lui. Sinon, c'est vraiment catastrophique parce que au niveau de la presse, j'ai même suivi Fils Moukoko qui l'avait dit dans sa meeting que la communication du chef de l'État, c'est zéro. C'est M. Moukoko qui l'a dit. Également, plusieurs personnes autour du chef. En dehors de la communication, vous avez des conseillers qui ne savent même pas. Vous savez, madame, il y a une chose que j'aimerais bien dire, parce que nous parlons d'actualité. Oui. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est 2 345 450 km². Et s'il faudrait se baser uniquement sur Kinshasa, comme si Kinshasa était le miroir même de la politique au Congo. Non, il faut arrêter ça, je pense. Il est d'abord important pour le chef de l'État de sillonner les coins et recoins de la République, parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il y a des zones, jusqu'à preuve du contraire, qui traversent des situations pires qu'Ebola, c'est-à-dire la famine, le chômage, et parlons du chômage, le chômage des jeunes qui est à 89%. Non, mais c'est la folie. Vous imaginez un peu que 89% des jeunes dans ce pays sont au chômage. Et entre-temps, les autres s'enrichissent. Mais les autres s'enrichissent. On assiste à des mariages à coût de 5 millions de dollars, 3 millions de dollars. Il faudrait se poser des questions. Non, mais là, vous parlez d'Albert Yuma. Non, je n'ai cité personne ici. J'ai juste dit qu'il y a autant de mariages qui se font, qui défèrent la chronique. Et si il en va à certains de dire que c'est normal, voilà l'état de droit. L'état de droit, pour moi, se résume actuellement à un certain laisser-aller, parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore posé des actes de séduction envers cette population qu'il a votée. Et on lui reproche aussi des voyages excessifs. On reproche au chef de l'État des voyages excessifs et tout. Et quelle est votre lecture des faits par rapport à... Voyage, déjà, il faudrait se poser des questions. Je pense que le chef de l'État, il a sûrement son agenda, et c'est à lui de nous répondre clairement. Et bon, certains voyages où son directeur des cabinets peut le représenter. Mais oui, justement, le ministre des Affaires étrangères, et il se présente lui-même et tout. Je suis en train d'arriver. Vous savez, madame, les voyages, c'est bien beau. Mais vous voyagez, pourquoi? Certains diront, c'est pour le bien du pays. Est-ce que le pays était par terre? Non, parce que je pense que M. Kabila a quand même redressé, même si on doit... il y a quand même des critiques de gauche à droite, il a quand même redressé... mais là, il y a une contradiction parce que les gens se disent que c'est Kabila qui a détruit le pays. Le mal, c'est Kabila. Et le mal, ce n'est pas Kabila. Kabila n'a pas laissé le pays par terre. Le mal, ce n'est pas Kabila. Le mal, ce n'est pas M. Félix-Antoine Tshisekedi. Je dirais que le mal, c'est le peuple congolais. Il faudrait qu'on soit sincère. Nos dirigeants sont votés par qui? Par nous. Si M. Kabila a pu faire ce qu'il a pu faire, il faudrait dire qu'il a trouvé le pays face contre terre. Il a essayé de faire son travail. Son mandat est fini. Nous sommes avec M. Félix-Antoine Tshisekedi qui a déjà épuré 7 mois de son quinquennat. 7 mois sans séduction sociale, économique auprès de ses électeurs. Je pense qu'on doit se poser des questions. Et même sur plusieurs cas de forme, on ne peut pas se dire aujourd'hui que le chef de l'État doit à tout prix être partout et gérer tout. Non, non, le Congolais a sa part de responsabilité. Revenons au voyage du chef de l'État. Le chef de l'État
Je pense que les voyages, hein, pour moi, je suis un observateur. Je pense que ça en fait un peu trop. Il y a beaucoup d'urgence au pays. Je me posais la question avant-hier encore, quelle relation économique ou diplomatique avons-nous avec le Nigeria pour que le président de la République aille, bien que ça soit un forum sur l'entrepreneuriat, assister à un forum pendant qu'il y a le gouvernement, il y a tout un tas de paperasse qui l'attendent ici. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Je pense qu'il pouvait bien déléguer quelqu'un. Et les conseillers, bien qu'il y en a, je crois, une centaine, hein, Oui, autour de plus lui, d'une centaine. plus d'une centaine, il pouvait bien en déléguer un. Ce n'est pas important que le chef de l'État se rende un peu partout en Afrique, parce que certains déjà commencent à taxer cela de tourisme. Mais quant à moi, je crois qu'il est important que le chef de l'État recadre ses tirs. Et les voyages, c'est bien beau quand ces voyages produisent des fruits au pays, mais 7 mois et déjà une trentaine de voyages. Et dans les 7 mois, il n'y a pas eu d'effet de ces voyages. Il y a de quoi se poser des questions sur la nature même de ces voyages. Parce qu'on sait très bien que chaque fois que le président doit sortir, il y a une petite collation. Et sans compter son entourage. Oui, il y a une petite collation. Les frais de mission à, oui. à 5 000 $. Justement, je me tais les chiffres, mais je préfère appeler cela collation qui accompagne le chef de l'État. Et sans aussi savoir que les chefs de l'État, il paraît qu'il ne reconnaît pas tout le monde dans sa délégation. Il y a certaines personnes qui l'ignorent. Là, vous m'informez encore. Je crois que ce sont des éléments qui entrent en compte de l'amateurisme même dont nous faisons état. Vous voyez, madame, vous savez, le Congo, c'est un pays béni de Dieu. Et je pense même que le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a quand même une bonne volonté. Il a une bonne volonté à développer les choses, mais lorsqu'on sait voir autour de lui, je pense qu'il souffre de la même maladie que son prédécesseur, les mauvais collaborateurs. Je pense qu'il est important pour lui de recadrer ses tirs et justement de revoir sa politique. Voilà, Monsieur Lutea, votre mot de la fin pour ceux qui vous suivent en ce moment. Le mot de la fin, je pense que ce n'est pas la dernière fois que je passe. Je pense que chaque semaine, je serai là. Nous allons continuer à dire où ça ne va pas, justement, parce qu'on a le souci de voir notre pays développer. Également, il faudrait rappeler, hein, c'est un petit point que je devrais dire, que la jeunesse arrête d'être instrumentalisée. Il est grand temps qu'on dépolitise l'homme congolais, qu'on le conduise vers l'émergence assez plus scientifique. Vous savez, madame, nous avons autant de richesses mal reparties. Le Congolais ne se retrouve pas. Aujourd'hui, c'est à peine un cercle de personnes qui se retrouvent, qui jouissent justement de nos richesses. Allez voir les coins et recoins. Aujourd'hui, la consommation d'alcool bat son plein. Le tabac, non, la consommation de drogue. Le tabac, c'est encore autre chose. La prostitution, c'est tout ça qui englobe aujourd'hui, je pense, l'actualité sociale. Ce sont des choses qui font mal. Et quelle est la part de nos dirigeants lorsqu'ils voient ça? Moi, je pense qu'il est grand temps, surtout également avec nos jeunes combattants de l'UDPS, de sortir de cette bulle à tout le temps vouloir répondre que ce soit par la violence, que ce soit par des marches. On a même vu, ils ont eu même à violer l'Assemblée nationale, l'enceinte. L'Assemblée nationale qui est l'une des institutions les plus prestigieuses qui représente la démocratie. Alors je pense qu'il est grand temps que le peuple congolais se recadre vers le travail. Et le travail également, si je peux chuter, le président de la République, lorsqu'il parle de déboulonnage, je pense que pour l'aider, si j'ai même quelque chose à le dire, c'est de justement créer des industries. Je pense que la meilleure façon de déboulonner, c'est de créer des industries et de créer de l'emploi pour les jeunes.
Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui nous avez suivis. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Kevin Luteya et on se retrouve la fois prochaine. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino Congo Live. Comme je le dis souvent, beaucoup à la déçue parce que l'information, elle sera toujours à votre portée. Abonnez-vous massivement. Merci. À la prochaine. Au revoir.